La République primeront toujours sur les lois religieuses par les victimes. Si elles nous décrivent un agresseur nord-africain ou africain, de type nord-africain ou africain, bah, je vais pas aller contrôler un asiatique. Je leur dis, il a fait correctement son travail, le collègue. Ah bah là, c'est la France, soulèvement de la France, enfin de la France. Encore une fois, hein, d'une partie de la France, toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire les délinquants, qui ont soutenu un autre délinquant. Des gens qui s'engagent, qui mettent leur vie en danger pour aider les gens qui connaissent pas, ça c'est pas bien. Je vais te montrer un passage de mon ancienne vidéo et j'aimerais que tu me dises ce que t'en penses. Ouais, ça marche? Ça roule. Allez tiens, je te laisse mettre play. Une police de proximité, je pense que ça faisait du bien aussi. Ouais. Je crois que c'est Sarko qui avait enlevé ça. Et je pense que ça faisait du bien aussi d'avoir une police de proximité qui n'était pas que là dans la répression, qui était aussi là pour accompagner, et ouais, je pense remettre aussi des effectifs au local. Je te remercie. Merci. Dis-moi ce que t'en penses. Bah déjà ça me fait bondir. Les deux phrases, on va dire, qui me font le plus bondir, c'est il faudrait remettre une police de proximité et il faudrait envoyer l'armée dans les cités. C'est les deux choses qu'on entend. L'armée dans les cités, il ferait rien de plus que la police, puisque au final aujourd'hui la police lui donne plus de droits. En une journée, le problème il est réglé. C'est pas une question d'effectifs, de formation, d'armement. C'est une question de droit en fait. Si aujourd'hui tu mets la police avec tous les droits, c'est réglé. Si tu mets l'armée avec les droits de la police actuelle, ils feraient rien de plus que la police. Dire qu'il faut envoyer l'armée, c'est pas leur métier. Déjà, je balaye ça. Certains parlent de relation effectivement police de proximité, une relation citoyen-police oui. plus amicale finalement. Mais est-ce que c'est véritablement le rôle de la police? Les gens qui disent ça, ils s'imaginent le policier qui patrouille tout seul, qui va serrer la main aux commerçants, aux pharmaciens. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Oh, il y a un ballon qui tombe à ses pieds. Hop, je te renvoie la passe, jeune. Tiens, et si on faisait un petit foot? On voit d'ailleurs certaines vidéos de jeunes de cité. Voilà, c'est ça la police qu'on voudrait voir plus souvent, avec deux collègues qui vont faire un concours de pompe au milieu d'une cité avec des jeunes. C'est pas possible, parce que la police, elle dérange ceux qui font des conneries. Et ceux qui font des conneries, ils sont forcément agressifs avec la police, parce qu'ils ont envie qu'elle parte, qu'elle les laisse faire leurs conneries. Ils vont forcément s'en prendre physiquement. Il n'y a pas de proximité. On peut pas avoir une proximité avec quelqu'un qui veut te tuer. Ou que tu peux pas laisser des gens vendre du shit parce que c'est trop bien la police de proximité. On se serre la main, les jeunes avec la police, tout le monde s'entend bien. Les jeunes qui commettent des délits n'ont pas envie de s'entendre avec la police. Est-ce que la police de proximité permettrait de diminuer le trafic de drogue? Dans les endroits où il n'y a pas de problème. Donc dans les endroits où il n'y a pas besoin de police. Dans ce cas, tu mets un agent médiateur de la ville là qui vient serrer la main aux jeunes, il va leur demander si tout va bien et puis ça suffit. La police, c'est pas son rôle. Nous, on n'est pas là pour être gentil. Malheureusement, on fait un métier de méchant. De méchant avec les méchants, bien sûr. Mais les méchants, on peut pas être gentil avec les méchants. Parce qu'il fait une connerie, je vais pas être gentil avec lui. C'est exactement comme si un gamin faisait n'importe quoi dans un magasin, faisait tomber des choses des rayons, cassait, et que là, on dise à son père, il faudrait des parents de proximité, plus d'écoute, plus de dialogue. Non, en fait, là, il a juste besoin de lui mettre une bonne fessée et de lui dire maintenant, tu vas te tenir correctement. Et s'il est sage, eh ben, c'est très bien, on est gentil. S'il est pas sage, on serre la vis. Okay. Sur les contrôles, ça n'empêche pas de dire bonjour, de respecter, de rigoler. Tiens, pendant que je te fais une palpation, ah bah alors, est-ce que t'as mis un ticket sur le match du PSG? Et ton frère, comment ça va? Parce qu'on les connaît, les jeunes. Si c'est cette proximité-là, à la limite, mais ça n'ira jamais plus loin, en fait. Et quand on arrive dans une unité et qu'il y a déjà des pierres qui volent sur la voiture, c'est comment la proximité? Du coup, on fait quoi? On fait un sourire, on dit bonjour? Non, enfin non. Enfin, les gens qui disent il faut une police de proximité, ils ont l'impression qu'en fait, on a envie d'être méchant juste pour être méchant. Et qu'on pourrait avoir le choix de faire autrement. Il faudrait qu'ils viennent avec nous une journée et qu'ils se rendent compte qu'il y a absolument aucune volonté de proximité de la part des gens qu'on a en face de nous. Bien au contraire, encore une fois, c'est possible dans les endroits où il ne se passe rien. Il n'y a pas de délinquance et donc dans les endroits où il y a pas besoin de police finalement. Il y a toujours besoin qu'on fasse une patrouille pour rassurer les gens. Et dans les quartiers où c'est très calme, on va avoir le numéro de téléphone du petit paquis du coin. Bah, il va nous dire si jamais il voit quelqu'un voler, machin, il va nous appeler. Du moins des gens qui veulent le bien, évidemment. Qui veulent pas le mal. Et ça, quelle que soit l'origine, la religion, ce que tu veux, peu importe, ça passe totalement à travers. Les gens bien, ils sont contents de nous voir, ils nous font coucou, ils nous disent bonjour. On leur répond, on leur dit bonjour. Ils ont notre numéro de téléphone, des fois même le numéro perso pour nous appeler, nous donner des infos, machin. Pour moi, c'est pas des vendus. Ils ont juste envie d'être tranquilles. Et des profils d'origine étrangère dans la police. J'ai encore vu une vidéo là dernièrement sur les réseaux sociaux. Aussi. Il est traité de traître par une personne de confession, je ne sais laquelle d'ailleurs. Bah, ça tourne vite en rond d'ailleurs. Ce qu'il lui reproche, il lui dit t'as pas honte. Le collègue lui dit honte de quoi? Ben d'être dans la police. Ben, pourquoi je rentre dans la police? Parce que la prière. Mais la prière de quoi? De quoi tu me parles? C'est-à-dire, on te donne la police, pourquoi? Il arrive pas à dire. En fait, pour lui, la police, c'est pas bien. Mais du coup, si la police, c'est pas bien, c'est quoi?
C'est quoi le bien du coup? C'est ça la question qu'il faudrait lui poser à lui. C'est quoi le bien alors du coup? Des gens qui s'engagent, qui mettent leur vie en danger pour aider les gens qui connaissent pas, ça c'est pas bien. Dans ce cas, je peux dire l'inverse. Je peux trouver, et ça j'en trouve très très souvent, je vais trouver des musulmans, qui se disent en tout cas musulmans, évidemment c'est pas ça leur religion, mais qui vont commettre des délits et qui le vendredi, on va les interpeller le mercredi en train de voler ou de vendre du shit ou de fumer du shit, etc. Et puis le vendredi on les voit à la mosquée. C'est ça qui est bien, parce qu'ils sont pas dans la police, ils sont musulmans, ils font une prière, super. Bah non, en fait, pour moi il y a les gens qui sont animés par le bien et les gens qui sont animés par le mal. Et ça, peu importe ton origine, ta religion, il n'y a aucun rapport entre le fait d'être, parce que là c'est le cas dans cette vidéo là, d'origine nord-africaine, français d'origine nord-africaine, et le fait d'avoir honte en fait. Tout le monde a droit dans la police. Est-ce que tu penses que les profils ont tendance à traiter de traite des profils de confession similaires à la leur? On l'entend souvent, il y a une montée de la violence de la police envers les citoyens. Qu'est-ce que tu as toi à répondre à ça? Autant il y a une montée de la délinquance, il y a une baisse mais drastique des violences policières. Elle s'explique par le fait que maintenant, tout le monde nous filme. L'IGPN et beaucoup, l'inspection générale de la police, qui est l'organisme qui nous contrôle et qui nous sanctionne, est beaucoup plus dure et stricte. La moindre claque d'un policier, elle est médiatisée. Ça passe chez Hanouna, on en entend parler pendant des semaines. Donc, bien sûr qu'il y a une baisse immense de la violence policière. Moi, les anciens, ils me disent, le jeune qui faisait une connerie, je le prenais, je lui mettais 2 paires de tartes, et non seulement il disait rien, mais ses parents disaient rien, personne disait rien, et il me disait même, c'est bien fait, voilà, bah c'est normal en fait, la police qui met des claques aux gens, c'est normal, voilà, c'est un peu comme les profs qui mettaient avant des claques aux élèves. Je dis pas que c'est bien. Un peu la règle de l'enfant roi, où il faut tout faire par le positivisme. Ouais, exactement. Voilà. Tout va dans le sens du il faut faire attention de ne pas brusquer. Voilà. Vous êtes des policiers, vous n'êtes pas là pour juger, vous êtes là pour interpeller. C'est pas parce qu'il a fait ci ou fait ça que c'est à vous de le punir. C'est pas votre rôle. Nous, on arrive au moment où le fait vient d'être commis. Aujourd'hui, on veut plus de fermeté. On veut plus de fermeté dans l'éducation. On veut plus de fermeté dans la police. On veut plus de fermeté nulle part. Faut attendre que le mec nous agresse pour avoir le droit de répondre. Donc, finalement, ton gosse, il faut attendre que ton gosse il te mette une claque dans la gueule pour pouvoir commencer à être un minima sévère. Et il faut attendre que le policier il se prenne un coup de couteau pour qu'il puisse éventuellement sortir son arme pour se sauver la vie. Après, plus de 70% de la population aime sa police. Les gens, on va dire, qui sont un peu éclairés, ils voient bien que quand quelqu'un vient de traîner au sol une personne âgée, bah s'il prend un coup de poing ou quoi, ok, c'est pas le rôle de la police, mais à chaud comme ça, on vient de voir une personne âgée qui pourrait faire un transfert sur notre grand-mère ou quoi, ça traîne au sol par un mec sans foi ni loi. S'il prend un coup, il y a bien que des gens pour moi qui sont dans un autre monde pour aller jeter la pierre aux policiers en disant non, c'est pas du tout à vous de vous faire justice vous-même, la violence physique ne résout rien. On nous le dit, on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est vrai, légalement, on n'a pas le droit à l'erreur. La police n'a pas le droit à l'erreur, elle a même la double peine pénale et les sanctions disciplinaires. Il n'y a pas de deuxième chance pour un policier qui commet une infraction. On en fait, parce que tout le monde en fait, on est des hommes, on fait des erreurs, mais ceux qui en font, ils n'ont pas de deuxième chance. Donc c'est dur, le métier il est dur pour ça, c'est même peut-être la chose la plus dure dans notre métier. Les gens ont tendance à vous juger derrière les vidéos, derrière leur écran. On est tous en droit de juger, mais... Bien sûr, ça je peux pas le critiquer. On n'a souvent pas tous les éléments. Et on n'a pas tous les éléments. Qui plus est, il y a une différence entre regarder depuis son écran installé tranquillement dans son canapé et effectivement de vivre la situation avec le stress que ça engendre, la pression que ça engendre et de devoir réagir sur un instant très très court. C'est vraiment le fait de ne pas avoir tous les éléments. Et la preuve, c'est que ça nous arrive souvent dans des cités d'intervenir sur des trucs vraiment de fou. Par exemple, un mec qui va frapper sa femme, mais qui va la laisser dans le coma, quoi, qui va lui mettre 30 jours d'hôpital, il va la défigurer, il va lui mettre des coups de couteau, il va partir. Nous, on a vu le couteau, voilà, ça se roule au sol. À ce moment-là, il va y avoir une bande de jeunes qui va venir s'en prendre à nous. Ouais, laissez-le. Ah, vous faites quoi? Il a rien fait. Nous, forcément, l'intervention, elle va être ferme. Ça va partir avec un usage de la force. Et quand on leur dit par exemple mais tu sais ce qu'il a fait le mec et tout, ouais mais non peu importe, vous allez pas faire ça machin, et qu'on lui dit bah si regarde il a défiguré sa femme, il va lui mettre des couteaux, ah ouais bah si c'est ça alors c'est bon, bah je comprends pas, il y a 2 secondes tu disais la police est pas machin, mais moi j'ai pas à te dire en fait pourquoi je fais ça, mais du coup ça me fait rire parce que même les jeunes de cité qui nous jettent la pierre, en fait quand on leur dit pourquoi on fait ça à l'instant T, ils disent ah ouais en fait peut-être même que moi j'aurais fait pire, je l'aurais encore plus enculé machin et tout. Donc c'est bien qu'en fait c'est juste parce qu'ils ont pas tous les éléments les gens qu'ils critiquent notre façon d'intervenir. Parce que quand les délits sont mineurs, bah en fait on y va tranquille. On adapte. La graduation elle se fait. Mais forcément que quand c'est des gros risques, bah derrière la réponse elle doit être adaptée. Forcément elle peut impressionner, elle peut faire peur. Et quand on est de base un peu fixé anti-police,
on voit la police intervenir dans notre quartier, il faut tout de suite qu'on essaie d'entraver le contrôle, d'entraver l'interpellation, de libérer l'auteur, etc. On cherche pas à savoir pourquoi, et boum, ça rentre. Beaucoup font les justiciers pour essayer de protéger finalement. Et eux, ils font pareil qu'eux, ils font pareil, hein. Eux, ils filment, et on n'a qu'une partie de la vidéo, etc. Et forcément, ça dessert finalement votre fonction. Est-ce que aussi certains se plaignent de contrôles abusifs et ont tendance à trouver que la police n'est pas respectueuse avec eux et est trop sur leur côte? Est-ce que tu estimes que cette sensation de contrôle abusif est légitime? Est-ce que tu trouves normal qu'il y ait des contrôles peut-être de certaines Nous, on travaille populations? moi, je travaille à la proportionnalité. Je n'ai jamais entendu une seule fois dans ma carrière quelqu'un me dire « Ouais, vous me contrôlez tout le temps, j'en ai marre », et que cette personne n'ait jamais rien fait. On a eu raison de le contrôler parce que il est connu en fait, il est connu de la police pour être un multirécidiviste. Quand on dit multirécidiviste, c'est pas un braqueur de fourgon, hein, mais multirécidiviste au sens littéral du terme. Il a récidivé plusieurs fois pour des petits délits. C'est des gens qu'on connaît défavorablement. Donc on sait que à chaque fois qu'on les contrôle, déjà sur les contrôles, c'est qu'il y a une raison, parce qu'on ne peut pas contrôler les gens sans motif. Donc c'est qu'il est en train de fumer un joint, c'est qu'il est en train de faire du bruit dans un hall, les gens nous ont appelés parce que ça gênait, c'est qu'il est au volant d'un scooter où il n'y a pas de plaque, et ils vont toujours dire ouais, toujours vous contrôlez toujours les mêmes. Oui, arrête de faire des conneries, on arrêtera de te contrôler, puisqu'il y a des gens qui habitent dans la même tour que toi, on les a jamais vus, on les connaît pas, je connais pas leur prénom, ils ont le même âge que toi, je ne les connais pas. Donc comment ça se fait? C'est quand même vraiment pas de chance. Idem pour ce que tu dis, le fait qu'on contrôle plus ou moins une certaine population. En fait, oui, forcément, puisque quand déjà on travaille sur appel, les victimes, si elles nous décrivent un agresseur nord-africain ou africain, de type nord-africain ou africain, je vais pas aller contrôler un asiatique. Tout le monde qui peuvent écouter la vidéo, ils peuvent se dire regarde, il reparle toujours des mêmes, il va dire regarde, il parle des nord-africains, il parle des africains, tout de suite on dirait qu'il y a que ces mots-là dans leur bouche. Parce que pour l'instant, il y a que ces profils-là qui sont problématiques. Ces profils-là, il va y avoir une association à du racisme. Surreprésentés aujourd'hui parmi la délinquance. Même dans le milieu carcéral, le pourcentage de soit d'Algériens, Marocains, Tunisiens ou Français d'origine algérienne, marocaine, tunisienne est surreprésenté par rapport au reste de la population carcérale. Aujourd'hui, avec ça, c'est être raciste. C'est visible apparemment. C'est pas moi qui fais les pourcentages. Moi, je travaille au quotidien, je patrouille partout. Mais puis on a des appels. Et puis j'interpelle la personne qui a commis l'infraction. Si la personne qui a commis l'infraction, c'est un mec d'origine algérienne, je vais pas dire non, c'est pas vrai, c'est pas lui. Si, en fait, c'est comme ça. Et aujourd'hui, on va dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie en France, on ouvre le bouquin des gardés à vue, c'est-à-dire le registre qui liste les personnes qui ont été retenues en garde à vue pendant l'année. Par exemple, on peut pas dire oui, mais est-ce que si la police elle est raciste, elle va avoir tendance à amener en garde à vue, interpeller des profils. D'accord. Mais pour amener en garde à vue, il faut bien qu'il y ait un motif pour l'interpeller. Mais est-ce qu'on peut pas l'inventer? Donc ça veut dire qu'il faudrait mettre dans leur poche quelque chose, il faudrait taper à leur place une victime. Enfin là c'est quand même compliqué. Non, mais ou bien on pourrait dire mais si vous contrôlez toujours les mêmes, c'est normal que vous trouviez plus. Oui, mais encore une fois, pour contrôler quelqu'un, il faut un motif. Et il y a bien quand même des opérations de contrôle aléatoires sur la route, etc. Et quand on tombe sur quelqu'un, moi je veux bien contrôler n'importe qui, mais il faut quand même que je cible. Moi je suis policier en bac, donc c'est-à-dire que j'ai quand même une expérience de terrain, et je sais que dans tel quartier par exemple, là je cible un quartier, il y a plus de délinquance. La tenue vestimentaire, il y a quelqu'un qui expliquait un jeune homme dans une de mes vidéos que la police devrait s'adapter. Quand il le dit, il parle de la tenue vestimentaire et pas le fait de s'adapter à la population de manière générale. Si on a envie d'avoir un style un peu plus streetwear, jogging, je travaille en jogging, je travaille en survêtement. Du coup le rapport à la tenue vestimentaire n'est pas forcément un facteur premier. Si, je vais pas mentir, ça arrive, parce que pourquoi? Parce que les délinquants, forcément, quand on arrache un téléphone ou qu'on veut fuir la police, encore plus vite quand on est en survêt de basket que quand on est en claquette jean. Voilà. Maintenant, il y a aussi le fait de s'habiller tout en noir. Voilà, quand on voit des bandes de jeunes qui sont tous en survêt de noir, tout en noir de la tête aux pieds. Forcément, ils vont commettre une infraction. Le signalement, ça va être quoi? C'est des jeunes habillés tout en noir. Voilà, résultat, c'est compliqué pour nous. Ça, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour le deviner. Si on cherche un jeune qui a commis une infraction, déjà de base, quand on nous le décrit, ça sera souvent en survêt, ça sera jamais un mec en cravate, quoi. En fait, d'ailleurs, cette question-là, on la pose, la même question, on la pose à des jeunes de cité, eux-mêmes, d'origine, du continent africain en général. Non. Ils vont eux-mêmes dire, oui, c'est vrai, je contrôlerai plus des Rebeux, des Renois. Parce que c'est vrai que c'est plus eux qui font des conneries.
Et bien que ceux qui vivent pas dans les cités qui disent non, c'est pas vrai, c'est rien à voir. Il y a autant de Portugais que d'Asiatiques, que de mecs de l'Est dans les commissariats. Il y a aucun problème, c'est réparti équitablement. Mais en fait, ça devrait même pas être réparti équitabement. Il devrait y avoir plus de Français, entre guillemets, de souche, puisqu'on est plus nombreux sur le territoire. Donc proportionnellement, on devrait être représenté plus. T'as évoqué le fait que même les délinquants eux-mêmes, ou certains profils, iraient contrôler des profils similaires aux leurs. Moi, j'aimerais parler aussi de ceux, comme j'en ai dans ma vidéo, qui ont tendance à vouloir mettre en avant justement les violences policières et qui n'ont rien à voir avec les profils que tu indiques. Le bon français de souche, quoi. Voilà, le soi-disant bon français de souche, parce que finalement, qu'est-ce qu'un bon français de souche ? En tout cas, peu importe. L'idée, c'est d'avoir des profils justement qui ne ressemblent pas à cette image qu'on a peut-être du délinquant. Évidemment qu'on en a aussi qui passent par chez nous. Hein. Voilà. Et ces profils-là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Parce que je sais qu'ils ont tendance à vouloir essayer de défendre une cause qui est celle de la police, elle stigmatise, elle est raciste et elle a tendance à vouloir tout le temps s'attaquer à certains profils. Tu vois, moi, les gens, enfin. Est-ce que tu estimes que la police elle est pas raciste ? La police n'est pas raciste non plus du tout. Si, elle est raciste des cons, elle est raciste des délinquants. D'accord. Et justement, elle est raciste des délinquants, et après je te laisse revenir là-dessus, elle est raciste des délinquants, elle est raciste des cons. Peut-être que certains profils qui ont tendance à dire la police justement, elle est vilaine avec certains profils, c'est souvent quand eux-mêmes n'ont pas été touchés par ces profils-là, et peu importe encore une fois, nationalité, origine, confession, on s'en fout, mais on est d'accord qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas été impactés. Tant mieux pour eux, j'ai envie de leur dire. Ouais, tant mieux pour eux, absolument. Pour eux. Après, il y a des zinzins, hein. C'est-à-dire il y a des gens, même le jour où ils se feront voler, ils vont dire peut-être qu'il en avait plus besoin que moi de ce téléphone. Là, ils sont vraiment dans l'excuse la plus eux, totale. Ils ont même pas d'instinct de survie pour moi. Eux, ils sont vraiment perdus pour la cause. Ceux qui sont vraiment trop dans l'empathie, finalement. Il faut que toutes les communautés vivent ensemble, main dans la main, et on se donne des fleurs. Et non, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Il faut arrêter de dire que c'est possible aujourd'hui. Tout le monde n'est pas fait pour vivre à tout le monde. Parce que le multiculturalisme est un problème aujourd'hui de la société. Est-ce que c'est dur pour vous ? Pour moi, non, c'est pas un problème. Que tout le monde vive dans le même pays, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on force les gens à se mélanger. En fait, les gens n'ont pas envie de se mélanger. Laissez les gens vivre. Moi, j'embête personne. Un peu, si je croise rebeux, renois, asiatiques, des gays, ce que tu veux, je m'en fous. En fait, eux, ils me viennent pas m'embêter. Moi, j'ai pas les embêter. Par contre, faut pas, moi, me forcer, par exemple, à aller manger dans un restaurant. En fait, si il faut arrêter de manger asiatique, voilà, exactement. Et d'ailleurs, les rebeux renois, ils se marient plus entre eux. Les asiatiques se marient plus entre eux. Les portugais se marient plus entre eux parce qu'il y a une culture commune. Il y a une langue, une religion commune, etc. Et tant mieux, c'est très bien. Mais juste, faut arrêter de vivre dans un monde où on peut nous faire croire que tout le monde peut vivre avec tout le monde et il faut forcer les gens à vivre ensemble. Je suis parti à Los Angeles, il y a le quartier chinois, le quartier truc, le gachin. Tout le monde, la journée, se mélange dans les transports, au travail, vit ensemble. Ah, c'est cool, on va manger un restaurant, j'en sais rien moi, africain à midi. Le soir, je vais à une soirée avec des potes asiatiques, machin. Et par contre, le soir, tout le monde rentre chez soi, dans son quartier. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas possible de forcer les gens à vivre ensemble. C'est ça le vrai problème de notre pays, c'est qu'il y en a qui sont persuadés de ça et qui veulent imposer ça aux autres, alors que ce n'est pas possible. C'est tout. En gros, là, ce que tu expliques, c'est que finalement, en société, il faut faire preuve de respect et d'avoir. Exactement. C'est le respect. La laïcité, hein. Tout le monde peut faire ce qu'il veut pour moi, tant que ça n'influe pas sur les autres. Voilà, donc, tout simplement. Ça veut dire que si tu as des convictions, quelles qu'elles soient, tu te dois de pas l'imposer et de l'imposer dans l'espace public. Si on t'entend, c'est qu'il y a un problème. Si tu te maries et que tu bloques le périph' et que du coup t'empêches des gens d'aller travailler, c'est un problème. Voilà. En gros, toujours une histoire de respect. C'est le respect, exactement, le respect de l'éducation. Il y a pas de, pour moi, il y a aucun problème à ce que tout le monde vive dans le même pays, mais juste si tout le monde se respecte, il n'y a pas de souci. Et on arrête d'imposer aux autres sa religion, sa culture, sa langue, tout en étant quand même conscient qu'il y a un socle historique et qu'en France, ça reste un pays historiquement judéo-chrétien où on parle français. On a encore une identité en France et aujourd'hui on demande à un enfant de 3 ans de dessiner un Africain, il va dessiner un petit garçon noir, il va pas dessiner un Asiatique. Bon, c'est pareil, aujourd'hui il faut pas dire un Français, ça peut être un noir comme ça peut être un... Non, aujourd'hui il y a quand même historiquement le socle français de son histoire, ça reste un blanc chrétien, si on reprend l'histoire de la France. Maintenant, pour moi, tout le monde peut venir pratiquer son culte
pratiquer sa culture, manger ce qu'il veut, traîner avec qui il veut, aller où il veut, et il devrait pas être embêté. Personne devrait être emmerdé pour ça, en fait. C'est ça que je dis. Aujourd'hui, la France est représentée par différentes couleurs. Bien sûr. Et finalement, en soi, c'est pas du tout un problème. Non, pas du tout. Le véritable problème, c'est encore une fois le fait d'être dans l'irrespect et de ne pas respecter les lois voilà, de la République. Il faut bien se dire une chose, voilà, les lois de la République primeront toujours sur les lois religieuses, par exemple. Les lois d'une religion devraient toujours être en dessous des lois de la République. Les lois de ma religion m'imposent de faire ça. Oui, mais ça va à l'encontre des lois de la République dans le pays dans lequel je vis. Bah du coup, soit je le fais pas, soit je vais ailleurs, dans un pays où ça est autorisé. Puisque finalement, les lois de la République, c'est ce qui tient notre société. Ou alors, il faut changer les lois, mais les lois, elles sont ce qu'elles sont. C'est pas aux lois de t'adapter et c'est pas à toi d'imposer les choses. Personne n'est au-dessus des lois. De la République, j'ai bien dit. De la République. C'est pas les lois religieuses ou autres qui décident. Si t'es dans une secte où t'as le droit de te marier avec des enfants de 3 ans, bah c'est bien, c'est ton délire, mais les lois en France, c'est que c'est interdit en fait. Donc tu ne le feras pas. Est-ce que tu as des exemples où tu as eu des comportements justement racistes, où des profils ont pensé que peut-être que la police ou toi, tes collègues allaient prendre parti pour un individu quelconque en pensant que tu allais te rallier à lui? Ça déjà, nous, on interpelle beaucoup de personnes issues de l'immigration. Mais du coup, pourquoi? Parce qu'on travaille principalement dans des cités, et dans les cités, bah, les gens qui y vivent, c'est beaucoup de gens issus de l'immigration. Mais du coup, les auteurs d'infractions sont issus de l'immigration, tout comme les victimes. C'est-à-dire qu'un mec qui va frapper sa femme, on va l'interpeller. Ah, vous interpellez encore, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, un rebeu. Oui, mais sa femme, c'est une Renoir, et c'est la victime, on l'a protégée, on l'a aidée. Cette dame-là, c'est elle qui nous a appelés. Donc au final, là, on ne dit pas qu'on est raciste, là, bizarrement. On prend toujours, en fait, les choses dans le sens qu'on veut. En fait, les gens qu'on défend, qu'on protège, sont issus de l'immigration autant que les gens qu'on interpelle. Il y a juste des bons et des pas bons. Il y a juste des gentils et des méchants. On interpelle les méchants. Et si des exemples concrets. Sylvain qui vient de Bretagne. S'il tape des gens, il prendra une balayette comme tout le monde. Il finira en garde à vue. Et ce sera Sylvain de Bretagne qui choisira entre le riz méditerranéen et le couscous en garde à vue. Voilà, ça se passera comme tout le monde. Ouais, bien sûr. Et il fera rien du tout de plus. Et nous, on fera notre travail exactement de la même manière. Un exemple, une personne musulmane, une femme voilée qui nous appelle parce que elle vient de se faire insulter gratuitement sur un parking d'une grande surface alors qu'elle récupérait son caddie. Quand on arrive, on voit cette dame qui nous dit bah il y a le monsieur là-bas, donc une personne âgée, le bon français, le bon français de France qui m'a insulté, m'a dit sale rebeu, sale voilé, dégage du pays, etc. Et du coup, moi, je vais le voir, et puis je lui dis, bah, tourne-toi, je te mets les menottes. En fait, il n'y a pas d'histoire. Ouais, mais non, on est dans le même camp. Ils sont en train de nous envahir. Petite tape sur l'épaule. Voilà, petite tape sur l'épaule. Mais en fait, on n'est pas de la même équipe. Il n'y a pas de tape sur l'épaule. Tu te tournes, tu te tais. En fait, la dame, elle t'a rien fait. Donc en fait, voilà, elle fait chier personne. Elle fait ses courses, donc ça va dégager. Que ton sentiment soit le tien. Ah non, moi, je suis policier. Je suis pas. C'est pas moi, voilà, je représente une fonction. Ma fonction, c'est de protéger les lois de la République. Et les lois de la République, elles protègent les gens. Donc, le racisme, que ce soit pour l'orientation sexuelle, la religion prétendue, supposée, ce que vous voulez, que ce soit pour l'activité professionnelle, que ce soit pour le sexe, tout, c'est interdit. C'est un délit qui est prévu et réprimé par le code pénal. Je suis policier, j'interviens sur ça, j'interpelle. Il n'y a même pas à se poser des questions, en fait. Voilà. Et ça, je m'en fous complètement de qui c'est. Et peu importe tes convictions personnelles. Peu importe tes convictions personnelles. L'idée, c'est que... Moi, je travaille pas, encore une fois, je suis pas une milice qui choisit mon camp quand ça m'arrange, qui fait les choses d'une certaine façon quand ça m'arrange. Au jeune homme qui parlait de politiser la police, ce qui en soit finalement, éventuellement, plus une erreur, selon moi, puisque si demain la police est de droite ou la police est de gauche, elle va pas se comporter de la même manière. Moi, je suis pas la jeune garde d'extrême gauche ou le GUD de l'extrême droite. Je suis neutre, je suis apolitique. Heureusement, ça veut dire du coup, sinon le président de la République change de bord, bah du coup, faut virer tous les policiers pour les changer, du coup, pour prendre ceux qui ont voté pour lui. Ouais. Et moi, je peux dire aujourd'hui à quelqu'un. Au président, par exemple, je sais pas, j'ai pas voté pour vous, mais je dois vous protéger, je vais me protéger en fait. Ou bien je suis pas d'accord avec, ou je suis pas de la même religion, ou je suis pas d'accord avec ce que vous faites, mais c'est pas grave, en fait, on m'a pas payé pour être d'accord ou pas. Est-ce que la loi autorise ou pas ce que vous êtes en train de faire? Si la réponse est non, vous venez avec nous. Si la réponse est oui, bonne soirée, bonne journée. En fait, voilà. Mais en fait, c'est même une question de bon sens pour moi. La question que je me pose, c'est même pas est-ce que la loi le prévaut ou pas, c'est est-ce que là, à l'instant T, t'es en train de faire chier quelqu'un. Voilà. Oui. Bon arrête, voilà, en fait, tu fais trop de bruit, tu fais un barbecue, il y a les fumées qui montent. Ouais, mais là où je suis, c'est autorisé, j'ai le droit de faire un barbecue.
Ouais, mais tu vois bien que tu fais chier tout le monde parce qu'il y a du vent, que la fumée, elle va dans la gueule des mamans qui font jouer leur... Bah en fait, voilà. Même si la loi ne le prévoit pas, bah je peux quand même essayer de dire au mec, tu pourrais essayer de te décaler un petit peu. En fait, c'est juste ça. En fait, pour moi, c'est ça. C'est juste du respect envers les gens. Tout le monde devrait se respecter. Et justement, c'est là où je me dis, là. Quel est le plus gros problème de la société? Et c'est ce vers éducation, respect. Ouais, et donc du coup, finalement, respect, justice, au niveau de la police et qui s'ensuit de la justice, la sécurité du citoyen. On paye dans nos impôts. C'est une liberté fondamentale. Pour moi, c'est une des règles fondamentales. C'est-à-dire que c'est pour ça ceux qui disent oui, l'écologie avant tout, sécurité avant tout. Mais voilà, c'est un problème encore plus urgent. En fait, là, je pense à Aboubacar, le jeune Thomas. Peu importe quel profil, peu importe encore une fois ses convictions, son origine, je trouve ça inadmissible qu'on puisse en arriver à avoir de l'agression physique. Certains diront oui, il a craqué, il est utopiste, mais la réalité, c'est que pour moi, c'est le problème majeur. Demain même, et j'estime que même une personne qui est en difficulté financière, qu'elle vole une boulangerie ou dans un magasin pour se nourrir, j'aurais envie de te dire, je suis prêt à l'excuser 100 fois. Par contre, qu'elle agresse... Tu sais que le code pénal l'excuse, hein, ça. Ah bah voilà, j'estime que ça me paraît avoir un peu pour vivre d'humanité, d'humanisme au travers de ça. Par contre, que tu viennes à planter ou à agresser physiquement quelqu'un pour récupérer de l'argent ou peu importe quel qu'il soit, ou là, pire, de tuer pour ses convictions, je trouve ça inadmissible. Je pense que la première chose à régler, et je sais que ça paraît encore une fois peut-être vraiment compliqué, mais qu'on soit plus ferme avec l'agression physique, afin déjà d'assainir le pays pour que les gens se sentent déjà mieux. Ça aiderait à ce qu'on ait tous un meilleur mood, un meilleur mindset, qu'on ait plus envie de se respecter mutuellement. Et derrière, peut-être que oui, ce que tu as dit tout à l'heure, les OQTF, les personnes qui sont même pas de nationalité française et qui commettent des délits sur notre territoire... Bah déjà, de venir sans papier, c'est un délit déjà. Ouais. Par définition, ce sont des délinquants. Déjà, ça commence déjà par là. En fait, j'arrive chez toi, c'est comme si je rentrais par la fenêtre chez toi et je m'assois dans ton salon et je te dis, oui, mais je suis venu pour le bien. Non, mais j'ai pas fait de bêtises. Ouais, enfin, t'es quand même rentré chez moi par la fenêtre. Ouais. Je t'ai pas autorisé à rentrer, en fait. De base. Si tu veux rentrer, tu toques et puis t'attends si je te donne l'autorisation de rentrer. Maintenant, et si en plus de ça, quand tu rentres, tu commences à tout casser chez moi et que là, je te dis, bah, en fait, du coup, bah, je vais te renvoyer chez toi, hein. Du coup je te le dis une fois, deux fois, je te renvoie chez toi. Et ensuite je dis bah je te renvoie chez toi, alors je te ramène chez tes parents. Puis là tes parents ils disent bah en fait non mais nous on n'en veut plus, vous le gardez. En fait voilà, c'est ça qui se passe aujourd'hui avec les OQTF algériennes, pour les citer, parce que c'est ça l'exemple, c'est l'Algérie qui refuse de récupérer ses ressortissants. C'est on rentre chez toi en cassant la porte, je casse tout chez toi et quand je te ramène chez tes parents, bah non vous le gardez. Ah bon d'accord, bah je vais le garder alors. Bon bah voilà. Et là c'est quand même un problème, un gros problème. Et là-dessus je te rejoins, maintenant effectivement il y a des gens qui sont dans des situations difficiles dans leur pays. Ah mais dans ce cas ils sont pas sans papier, ils sont pas en OQTF alors. Ils ont un statut de réfugié politique, on leur donne des papiers. Ils ont un titre de séjour. Surtout s'ils entreprennent les démarches administratives qui les amènent à rentrer légalement. Ah mais ça c'est pas mon problème. Oui mais tu fais la démarche de venir. Demain on se prend des bombes sur la gueule. Mais quand ils arrivent en France, ils peuvent justement faire les démarches pour ça. Ils ont le temps, on leur donne des délais. Ils sont bien rentrés illégalement de prime abord. Oui mais pas grave, s'ils rentrent illégalement mais qu'ils sont dans une situation politique qui fait qu'ils sont en danger dans leur pays, pas de souci, c'est pas grave ça. On leur donnera des papiers, etc. Il y aura les démarches seront faites. Donc on fera preuve de tolérance. Ok, bien sûr. Mais effectivement, pour ceux qui viennent pas avec de bonnes intentions, qui sont chopés et qui se retrouvent dans des centres de rétention jusqu'à effectivement qu'on en vienne normalement à les renvoyer chez eux et que ça n'arrive jamais, c'est problématique. Aujourd'hui, c'est le citoyen qui, encore une fois, suit les règles, qui empathie et qui paye pour ça. Après on peut pas accueillir tout le monde, ça c'est pareil, c'est une vraie... Ceux qui disent bah si, il faut accueillir tout le monde, bah là par contre c'est pareil pour moi, faut pas être un utopiste. On ne peut pas accueillir tout le monde. Il y a quand même un budget, il y a quand même en termes de logement, de trucs, on peut pas accueillir tout le monde, c'est pas possible en fait, physiquement c'est pas possible. C'est déjà compliqué avec les personnes qui sont dans le pays, les Français avec ou sans papier ou machin, mais c'est déjà compliqué, on peut pas accueillir tout le monde, faut être réaliste. Je pense pas que les personnes qui regardent, si elles sont vraiment honnêtes avec elles-mêmes, elles accueillent n'importe qui, rien que dans leur propre ville, hein, peu importe où vous habitez. Si vous dites au maire de la ville, faites une annonce, j'accueille n'importe qui, habitant de la commune, à pouvoir venir chez moi. Ils viennent chez moi comme ils veulent, quand ils veulent, pour se nourrir et consommer chez moi. Je pense que personne le ferait. Et je pense que chacun d'entre nous vérifie qui rentre chez soi et demande à la personne qui rentre de respecter certaines règles, et ça paraît normal, tout à fait légitime. Maintenant, je pense que ça peut s'évoquer aussi au niveau national, mais bon, c'est pas le sujet du jour. En tout cas, au niveau de la police, pour un mot de la fin, pour
répondre à l'avis global en une phrase ou deux sur moi, l'avis global, sur la je dirais, la plupart des gens nous aiment, ça c'est pareil, les sondages le prouvent. Les gens qui nous aiment pas, c'est soit ceux qu'on dérange, et dans ce cas, j'ai presque envie de dire, je suis content qu'ils m'aiment pas, ça prouve que je fais bien mon travail parce que c'est que je les dérange. Ou alors c'est ceux qui vivent très 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 loin des cités et de la délinquance, etc. et qui savent pas en fait de quoi ils parlent. Moi j'ai dans les cités où je travaille autant de gens qui m'aiment pas que de gens qui m'aiment parce que les gens savent que je fais bien le travail. Il y a un livre d'or à l'entrée du commissariat et on a des mots de remerciement tous les jours de gens de tout horizon qui sont bien contents de nous trouver. Quand il y a un problème, les gens nous appellent et nous on fait notre maximum avec les moyens qu'on a. On fait notre maximum pour répondre à ces appels. Quand tu te lèves le matin, t'as pas pour objectif de tuer les citoyens ou de faire du mal à quiconque. Tu te lèves dans le but d'essayer de protéger. Je sais pas si quelqu'un a déjà eu ça serait dangereux si je me lève le matin, voilà, c'est dangereux. Ça m'inquiéterait un peu, je me dirais lui. Voilà. Par contre, j'aurais pas l'idée non plus, tu vois, d'aller travailler sur mon arme. Parce que je sais que aujourd'hui, comme on en parlait, vu l'ensauvagement, vu que maintenant, y a des couteaux dans les poches, etc. Oui, je m'entraîne au tir, oui, je suis sportif. Parce que c'est ma sécurité, c'est la sécurité de mes collègues, c'est la sécurité des victimes. C'est aussi la sécurité des auteurs, parce que pour maîtriser quelqu'un sans envoyer 25 droites, etc., pour le maîtriser avec fermeté, sans lui porter de coups, il faut avoir une bonne condition physique. Donc oui, ok, il faut se préparer à ça, mais c'est pas ça mon métier, pas du tout. Tu m'as ambiancé sur 2 dernières questions. La première, c'est est-ce que tu estimes que c'est primordial que les policiers, l'ensemble des policiers de terrain, s'entraînent et se préparent physiquement. Déjà 2 terrains. 2 terrains. T'as rajouté la nuance importante. Oui, c'est une faute professionnelle pour moi grave de ne pas avoir une condition physique correcte. J'ai pas dit d'être muscleur, j'ai pas dit de faire des marathons, mais d'avoir une condition physique correcte, c'est grave. Je vois des collègues qui sont en surpoids plus, ils sont sur le terrain. Je précise bien qu'ils sont sur le terrain parce que finalement quand on est dans les bureaux, dans un service d'investigation, dans un bureau, etc., c'est pas gravissime. La tactique, l'entraîneur de foot, il n'est pas forcément... Il y a d'autres qualités qui sont plus importantes. Bien sûr. Mais sur le terrain, c'est gravissime que un mec n'arrive jamais à rattraper un délinquant, n'arrive pas à grimper un mur pour rentrer dans une résidence, vérifier si le cambrioleur est toujours à l'intérieur, n'arrive pas à tirer, ait peur de se servir de son arme parce que il tire pas ou il s'entraîne pas et du coup il a peur de l'arme alors il s'en sert pas. N'est pas quelques notions, je parle vraiment d'un vernis de notions en sport de combat, machin, appréhension, etc. Pour moi, oui, c'est une faute professionnelle. Et là encore, on en revient sur le problème du recrutement, c'est que on a tellement besoin de monde, il y a tellement un manque de policiers sur le terrain qu'on baisse les critères de recrutement et on se retrouve avec des collègues qui ont jamais fait de sport. Il y a des policiers qui arrivent sur le terrain, ils ont jamais fait de sport de leur vie. Et justement, 100 mètres de footing, ils font une crise d'asthme en fait. C'est inadmissible. Si demain la justice est plus ferme, on interpelle plus facilement, on a moins besoin d'augmenter l'effectif, on peut à nouveau retrouver un effectif plus qualitatif parce qu'on est plus exigeant au niveau des recrutements et finalement moins d'effectifs sur le terrain, on peut se permettre un coût moins important, un peu moins, un coût plus formé quoi. Ouais, un peu plus formé et un coût moins important aussi pour la population parce que là si on me dit à chaque fois oui il faut augmenter les effectifs, jusqu'à quand comme ça, c'est-à-dire que demain un Français sur 2 les policiers, en fait, ça comble le départ en retraite là, on monte même pas plus que ça. Mais la réalité c'est ça, c'est que si demain on a moins besoin de policiers parce qu'on a été plus ferme de prime abord ou du moins pour la récidive, la réalité c'est que on va moins payer de fonctionnaires de police. Et donc on fait des économies aussi pour le citoyen. Ou alors on paye mieux les fonctionnaires. Ou éventuellement un peu. On pourrait trouver un juste milieu. On a des policiers qui courent. Qui ont envie de faire le job vite et qui cherchent pas une planque, un endroit où se dire ici je suis. Ouais, bien sûr. Qui écrivent pas papa avec 3 P aussi quoi. Qui ont un peu de plomb dans la cervelle. Du discernement. En fait, le problème, c'est que maintenant, c'est gratuit dans la police. Il y a des services d'élite où il faut des tests, machin. En fait, on ne devrait pas attendre d'être dans un service qui nécessite des tests d'entrée pour avoir des policiers qui sont à l'aise avec une arme. Je dis pas qu'ils soient des tireurs de précision, mais qu'ils soient à l'aise avec une arme, qui sachent faire plus de 20 pompes et 5 tractions pour les hommes, par exemple. Voilà, ça, c'est pour moi c'est des minima. C'est vraiment des minima. Les pompiers, par exemple, ont ces minima. Pourquoi dans la police on ne les a pas? Les pompiers ont des heures de sport obligatoires. Nous on vient à peine de décréter des 2 heures de sport par semaine, obligatoires par semaine, et encore quand l'activité opérationnelle le permet. C'est inadmissible. Ouais, c'est inadmissible. Alors que chez les pompiers de Paris c'est 4 heures par jour. Bien sûr. Et une dernière question, les refus d'obtempérer. On sait que c'est un sujet en ce moment, depuis l'affaire Naël. C'est devenu le sujet. Quoi. On entend régulièrement parler de ça. On ne sait pas si finalement la police doit poursuivre les refus d'obtempérer ou les laisser filer parce que s'ils les poursuivent et qu'on en vient
bon, on va pas se mentir, c'était pas forcément une image positive pour la police. Quand on a vu 2 voitures ou 3 voitures de police les unes sur les autres pour interpeller le mec là à Paris, j'étais choqué. L'affaire Nahel, elle a fait énormément de bruit, elle a créé vraiment beaucoup de problèmes au niveau national parce que toujours la position de oui, mais on n'aurait jamais dû en arriver là. C'est un fait. Non, je suis pas d'accord. Ah, t'es pas d'accord? Non, l'affaire Nahel, pour moi, le collègue a eu raison de tirer. Il a eu raison de tirer. Ceux qui disent ouais mais ça, il méritait pas de mourir. Oui mais les gens que lui il a fait écraser, ils méritaient de mourir eux. Et il n'avait pas d'autre choix. Et ça après moi je finirai là-dessus. Je relancerai quelque chose sur le fameux vous auriez pu arrêter la voiture autrement. On y reviendra. Vous pouvez tirer dans les pneus. Non on arrête, on n'est pas dans. On y reviendra après. Mais non, les refus d'obtempérer, En fait on a la chance d'avoir d'autres pays dans le monde où c'est pas les mêmes doctrines, on va dire. On a le droit de taper les voitures, de percuter, on a le droit au Royaume-Uni, ils font ce qu'on appelle le tactical contact, c'est-à-dire qu'ils percutent les 2 roues. Que le mec soit casqué, pas casqué, il s'arrête pas, il percute. Et il y a eu, depuis qu'ils ont mis ça en place, une chute, mais vraiment une chute dans les refus d'obtempérer à 2 roues. C'est-à-dire quoi, tactical contact. Le mec s'arrête pas, il tape avec le véhicule de police, il percute le 2 roues. Ils le font tomber. Ils le font tomber. Okay, je pensais à la voiture 2 roues, je comprenais pas. Okay. Ah non, le 2 roues, le scooter, moto, il le tape. Voilà, ça a fait chuter, ça fonctionne, ça a fait chuter. Ah bah oui, mais il se fait mal. Oui, mais c'est lui qui a décidé de pas s'arrêter. Donc j'ai presque envie de dire, c'est les conséquences de ses choix lui, c'est pas les conséquences du choix de la police. C'est pas la police qui fait qu'il s'est fait mal. C'est lui parce qu'il s'est pas arrêté. Nous on n'a pas le choix, il faut qu'on l'arrête. C'est comme ça, c'est notre boulot, c'est pour protéger les gens, il faut qu'on l'arrête. Et justement, parce que effectivement ce que tu expliques là, certains vont le comprendre, d'autres pas du tout. Quoi qu'il en soit, il n'y a jamais de satisfaction de la mort d'une personne. Je pense que là-dessus tu es d'accord. Bien sûr. On n'est jamais satisfait quand quelqu'un décède. Bien évidemment, on voudrait que ça se passe autrement. Par contre, là, je pense au dernier refus d'obtempérer. Chacun est différent. Il y a eu un monsieur sur la route. Un scooter, un vélo et il y a un homme qui est soit à l'hôpital, soit décédé. Là, on est d'accord ou pas? Tu parles du dernier, lequel? Il y a eu là un refus d'obtempérer. Il y a eu un monsieur, je suis entendu comme quoi il a été. J'en ai dit tellement que je sais pas lequel on parle là. On imagine. Bon, là, il y a eu une affaire comme ça à vérifier pour ceux qui regarderont. La réalité, c'est quoi? C'est que ce monsieur, ça pouvait être, pour ceux qui regardent encore une fois, votre père, votre oncle, votre frère. Voilà, ça peut être un membre de votre famille. Effectivement, concernant le refus d'obtempérer, le problème c'est quoi? C'est est-ce qu'on laisse filer et tant pis, tout le monde est en droit de plus s'arrêter au contrôle de police. Et dans ces cas-là, moi je vous fais des coucous et je continue ma route. Soit effectivement on se dit ok, non, c'est un contrôle, les gens sont dans l'obligation de s'arrêter et s'ils ne le souhaitent pas, on doit les interpeller parce que c'est qu'il y a quelque chose qui se cache et qui se trame. Maintenant, c'est vrai que si la finalité c'est juste pour un défaut de permis, un défaut d'assurance, ça peut paraître gros, mais la réalité c'est qu'on est sûr, ils le savent pas. En fait, ce qui me fait rire, c'est que les gens ils vont pas remettre ça en question pour des actes de terrorisme. Moi là, je me balade dans un parc pour enfants, je prends un couteau, je poignarde au hasard des gamins. La police arrive. Eh ben, on va pas dire il faut le laisser repartir parce que quand même, sinon il va mourir. Pour arrêter un terroriste qui en tire dessus des gens, il n'y a pas de problème que la police tire. Et qu'elle tire le plus vite possible pour l'arrêter le plus possible. Alors pourquoi un mec en voiture, qui est pour moi un terroriste, on va dire, roulant finalement, c'est un terroriste de la route un peu, entre guillemets. Pourquoi là ça pose problème? Parce qu'il n'a pas encore percuté. Alors du coup, c'est que dès qu'il a percuté le premier piéton, là on considère que c'est bon, on peut le tirer. En fait, c'est quand que c'est effectivement. En fait, les gens attendent qu'il y ait un problème. Il faut attendre. Et c'est souvent. Et la deuxième chose, c'est qu'ils disent aussi, ouais, mais il prend la fuite et il roule vite et met les gens en danger parce que la police le chasse. Si la police n'était pas lui, mais pas du tout. Les gens ils font des drifts, ils louent des voitures puissantes et en fait ils roulent vite parce que c'est pour ça qu'ils les ont loués, pour s'amuser à faire n'importe quoi. Ils attendent pas que la police commence à se mettre derrière eux, allume le gyro pour se dire, allez maintenant j'accélère. La police, moi j'accélère. Et combien même. Ils sont dangereux de base. Est-ce que c'est normal qu'un enfant mineur conduise une voiture qui fait environ 400 chevaux? Aujourd'hui, j'estime que déjà là-dessus, il y a déjà une grosse carence éducative. Il y a un gros problème en amont. Et c'était pas la première fois qu'il conduisait un véhicule motorisé. Je vais même motoriser parce qu'il y a de 2 roues aussi, des vidéos de lui. Mais donc ça veut dire qu'il faudrait le laisser faire ce qu'il a à faire. Ouais, c'est ça. Et après, une fois qu'il a arrêté, éventuellement et prier pour qu'il ait percuté personne. Voilà, tant qu'il conduit. Mais du coup, on remet un peu le destin des gens entre les mains de la chance, quoi, un petit peu. Voilà. Alors que là, il n'y a pas d'histoire de chance. Le policier a fait son travail, il l'a arrêté, entre guillemets, la prise de risque. Il arrête le truc. C'est fini, on arrête. Tu t'arrêtes. On t'a dit t'arrêter, tu t'arrêtes. Ça a été prouvé par la justice, il a redémarré, il a réaccéléré, il voulait continuer encore dans sa fuite. Il prenait des risques inconsidérés. Que ce soit et en si demain, là, pour ceux qui regardent, on imagine que le policier tire pas à ce moment-là. Nahel repart. Parce que du coup, il se dit, il faut que j'échappe, il faut que je m'en sorte.
Bah, ce qui est fou, c'est que ça fera moins de bruit. Un mec qui se fera percuter par un énième refus d'obtempérer. Il n'y a aucune manifestation. Alors que quand c'est la police qui fait correctement son travail, parce que je leur dis, il a fait correctement son travail, le collègue. Ah bah là, c'est la France, soulèvement de la France, enfin de la France. Encore une fois, d'une partie de la France, toujours les mêmes, c'est-à-dire les délinquants, qui ont soutenu un autre délinquant, qui était content. Voilà. Mais la preuve, c'est que la France, bien élevée, silencieuse, respectueuse, elle s'est exprimée aussi pendant ces émeutes. Elle s'est exprimée en donnant à la cagnotte de soutien aux policiers. Il y a eu 1 600 000 € de récoltés. Voilà, à coût de 5-10 €. Donc c'est bien qu'en fait, il y a plus de gens, la France silencieuse, il y avait plus de gens qui étaient d'accord avec la police que ce qu'on a pu penser. C'est juste que la France qui n'était pas d'accord, elle faisait juste plus de bruit et plus de dégâts. Ceux qui étaient d'accord avec le fait d'avoir tiré, ils avaient quoi comme moyen pour dire non, en fait, nous on est d'accord en fait. Ils avaient juste cette cagnotte. Et du coup, ça a servi de moyen un peu de contestation. Voilà, ça l'a montré. 1 600 000 € de récoltés. Donc les gens, tant qu'ils sont pas touchés, ils veulent faire un petit peu, peut-être les justiciers. Mais il y en a même quand ils sont touchés. Ils arrivent encore à trouver des excuses. Ouais. C'est ça qui est fou. Mais en tout cas, pour certains d'entre eux, certains profils vont avoir tendance à être dans un camp. Et le jour où effectivement ils sont victimes eux-mêmes et qui sont touchés par... Mais c'est pareil pour tout ça. Voilà. Ça j'ai presque envie de dire que je leur en veux pas. Tout le monde est un peu pareil, tant que ça ne nous concerne pas. Sa mort était légitime. Enfin à cet instant-là. La loi prévoit qu'il faut l'arrêter, machin, les gens... Enfin c'était lui, entre guillemets, c'était lui ou des innocents. Donc il était, entre guillemets, légitime. C'est triste, c'est pas dire que c'est pas triste, c'est pas dire que c'est pas dramatique, c'est un drame. Quand tu dis c'est drame, la gym, c'est pas dire que c'est super, tout non. Je dis c'est dramatique. Ça prouve même à plus grande échelle qu'au niveau sociétal, c'est dramatique. De devoir en arriver là, de tirer pour arrêter un gamin de 7 ans qui respecte pas la police, des adultes et tout, c'est dramatique. Par contre, et il faut qu'on revoie notre copie effectivement. Mais par contre, il faut revoir notre copie, comme tu dis, mais pas le fait que ça soit légitime ou pas que le policier tire. Il faut revoir la copie de l'éducation, donc effectivement en amont, parce que tout démarre de là. J'avais un exemple de l'ancien membre des forces de l'ordre que j'ai interviewé. Il m'a expliqué que lui, il avait commis un vol étant jeune pour pouvoir prouver à son pote que il avait le courage d'aller voler dans le magasin. Son père, issu du milieu, a été récupéré au commissariat et finalement il l'a laté. Très bien. Voilà. Et il expliquait que visiblement ça a marché parce qu'il est revenu dans le droit chemin. Il a choisi la bonne route, du coup c'est que. En tout cas, effectivement, il explique qu'aujourd'hui, quand les parents sont pas démissionnaires. Voilà, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui viennent comme certains parents au niveau de l'éducation nationale vont prendre finalement plus. Moi, mes parents prenaient la défense des professeurs et allaient dans le sens des professeurs. Aujourd'hui, les parents prennent la défense de leurs enfants, pensant que leurs enfants sont des petits anges. Et voilà, et ça on peut être d'accord avec un choix éducatif. Mais bien sûr, et on a le droit d'en discuter. Jamais des menaces de mort. Absolument, l'agressivité. Là, ça va toujours, encore une fois, c'est toujours plus, quoi. Toujours plus loin. Et tout ça pour dire qu'il expliquait que même aujourd'hui, les jeunes qui sont en garde à vue ou dont les parents doivent venir les récupérer au commissariat ont tendance à être... ils viennent les chercher comme au centre aéré. J'ai même vu au commissariat où je travaillais avant, tiens, je vais te payer un kebab pour fêter ta première garde à vue. Voilà, ça, je l'ai entendu. Ça. Les parents, pour eux, c'est de père en fils. Tu sais que là, c'est foutu. Il n'y a plus rien à faire. Ouais. Évidemment, il n'y a plus rien à faire. Et juste pour revenir sur j'arrête les véhicules en tirant dans les pneus, ça ne fonctionne pas. Oh, pas très bon footballeur, ce membre des forces de l'ordre. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas arrêter un véhicule autrement qu'en arrêtant le conducteur. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs choses qui existent. On n'a pas de herse réellement en France. La seule chose qui arrête un véhicule net, c'est les fameux systèmes anti-véhicules béliers qu'on a quand il y a le 14 juillet, etc., que les mairies veulent fermer une rue, avec une espèce de herse basculante qui va vraiment soulever la voiture et l'arrêter. Mais on va dire un petit matériel transportable. Nous, on a un stop stick, ça s'appelle. C'est comme une espèce de paille biseautée, rigide, qui va rentrer dans le pneu et qui va le dégonfler. C'est comme si j'ouvrais la valve du pneu et avec mon doigt j'appuie et je laisse sortir l'air. Donc ça peut mettre des fois plusieurs centaines de mètres. Donc ça, c'est les herses que vous mettez au sol ? Voilà. D'accord. C'est ça. Donc ça peut mettre des fois plusieurs centaines, voire même des fois plusieurs kilomètres s'il roule vite. Et encore, le mec peut même rouler sur les jantes, même si le pneu déjante, il peut rouler sur les jantes. Donc ça va pas l'arrêter. Mais alors attends, et justement là, on reprend la scène de l'affaire Naël. Ouais. Alors déjà, l'affaire Naël, important. Déjà, le collègue est motard, donc il a beaucoup moins de matériel. Et il peut pas transporter
sur sa moto le même matériel qu'on transporte dans un véhicule automobile. Mais donc du coup là, à ce moment-là, il le braque, mais est-ce que d'un coup il peut pas se dire, vas-y, après je tire dans les pneus. Allez, je tire dans les pneus. Ouais. Il tire dans le pneu. Ok, bah ça va faire pareil. Ça va mettre plusieurs centaines de mètres à se dégonfler et il peut repartir. Et il résout pas le problème. Et donc en fait, le véhicule peut repartir. Si le véhicule peut repartir, pour moi, c'est pas utile, c'est pas efficace. Il a pas fait le job dans l'idée. Mais d'ailleurs là, il a même pas fait le job. Puisqu'il a réussi à repartir, il a tiré dans le torse. Ouais. Faudrait qu'il tire dans la tête pour moi, sinon il peut pas s'arrêter. C'est-à-dire que là, il a réussi encore à faire 300 ou 400 mètres. Ouais, il aurait pu là, bien sûr, sur les 300 ou 400 mètres là, il aurait pu encore tuer des gens. Ouais. Donc en fait, voilà, le seul moyen d'arrêter. C'est... Tu sais que s'il avait tué des gens sur sa route, peut-être que ça aurait fait moins de problèmes. Mais c'est sûr et certain. C'est sûr que ça aurait fait un problème. Mais c'est bien ce que je dis. C'est ça le problème, c'est que les gens, ils attendent qu'il y ait un drame pour légitimer l'usage de l'arme. En fait, le but, c'est justement d'agir avant de subir, en fait, je comprends pas. C'est le principe d'une police. Les gens disent toujours, ouais, mais là, vous faites rien. Bah, nous, on est là, bah non, faudrait qu'on dise, bah non, on attend qu'il l'ait tapé pour pouvoir le taper. Ah non, en fait, il faut le stopper, en fait. C'est ça, l'article de loi, c'est ça. C'est pour stopper dans dans les gens, dans les pneus, est-ce que potentiellement il y a une balle qui peut rebondir? Alors, rebondir, je pense pas. Okay. C'est quand même du 9 mm, donc il y a quand même de la charge, de la poudre. Ça va percer le pneu, ça va crever le pneu, ça va crever le pneu. Oui, mais le pneu, déjà, la chaleur de la balle peut faire, entre guillemets, pas cautériser le pneu, mais ça peut faire ça fera pas un gros trou, ça va pas faire une énorme balafre sur le pneu, ça va faire un. Non, mais il y a pas de risque pour les collègues, pour les citoyens. Il y a toujours un risque de ricochet. Il y a toujours un risque de ricochet. Donc éventuellement, il prend aussi des risques pour lui parce qu'ils sont tout près de la voiture. Il y a le mur, il y a le collègue. Voilà, il y a un risque que ça rebondisse par terre. C'est difficile de. Voilà, il y a des éclats, etc. Il tire, ça ne fonctionne pas. L'AR, ça ne fonctionne pas. Le taser, s'il lui met un coup de taser, on peut refaire le voilà, monde. Bien sûr, on refait le monde après, c'est facile déjà. Mais un coup de taser, ok. Il se contracte, parce que ça contracte tous les muscles du corps, le taser. Il se contracte, qu'est-ce qui se passe? Son pied, il appuie sur l'accélérateur, donc il continue d'accélérer. Donc ça sert à rien. Il le gaze, ok, il voit plus rien, mais il va prendre peur, il va pas pouvoir respirer, il va vouloir avancer, s'enfuir, il va pouvoir encore accélérer. Les grenades, on va pas lancer une grenade dans l'habitacle, et puis même quand même, ça ferait quoi? Ça va l'assourdir, on pourrait pas. Qu'on m'explique que ceux qui disent il y avait d'autres choix, qu'on m'explique quel choix il avait. Et puis surtout, c'est toujours pareil, les choix éventuellement il y en a d'autres. Je veux bien l'admettre qu'il y en a sûrement d'autres et on peut toujours mieux faire. Sincèrement, nous même nos formateurs, on refait le match. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Ouais, mais la réalité, c'est que on est sur des timings, on est sur un temps court. Mais ça, encore une fois, je suis pas totalement d'accord avec toi. Ah, d'accord. Pour moi, c'est notre boulot de réagir vite. On le sait que nous, on va être jugé par des gens qui ont 1 an pour refaire le match. On sait que les gens vont nous juger en regardant une vidéo avec la distance, pas de stress, etc. On sait que c'est ça aussi, encore une fois, la difficulté de notre métier. Donc ça fait partie du job, c'est-à-dire que le professionnalisme, c'est ça. Le temps qu'il avait pour réagir. Bien sûr. En gros, il a fait le job. On est policier, on peut pas faire pause. Donc c'est comme ça, on le sait quand on arrive à l'école de police, on le dit. C'est ça aussi le professionnalisme, c'est de se dire, vous savez les gars que vous aurez 1 demi-seconde pour réagir et vous devez vous entraîner, vous préparer pour que ça soit la bonne réaction que vous avez à cet instant-là. Malheureusement, c'est comme ça. Ça, par contre, on pourra pas trouver d'excuses aux collègues parce qu'il a pas eu le temps de réfléchir. Moi, je pourrais pas qu'on me dise c'est parce qu'il a pas eu le temps qu'il a fait de la merde. Non, ça pour moi non. Là, je suis d'accord avec entre guillemets les anti-police. Non, c'est pas une excuse justifiable. Les actions ça va toujours vite en fait. Et tu dois normalement être formé pour réagir vite et bien au moment. Par contre, là, il a réagi vite et bien pour moi. Il n'y a pas d'histoire. Gyro de ton, il se positionne son véhicule, il braque, il donne les injonctions, il réitère les injonctions. La personne accélère, elle décide du coup de remettre en danger les citoyens. Elle décide de ne pas obtempérer aux injonctions, usage de l'arme. Aujourd'hui, la police, étant donné qu'on la craint plus vraiment, même l'usage de l'arme n'est pas dissuasif. C'est ce qu'on a vu, puisqu'il était prêt à redémarrer avec une arme braquée sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il dit le policier ne va pas tirer. Parce que si le policier tire, voilà, des conséquences. Et aujourd'hui, ce policier, il en est où ? Je ne l'exprimerai pas sur ce... Ouais. Il a été assez mis, on va dire, au premier plan. Et laissons-le tranquille. Okay. Ce policier qui a été d'ailleurs, juste pour l'anecdote, c'est pas un bitos qui a 3 mois de police, c'était un ancien militaire décoré, un excellent fonctionnaire de police qui avait réussi des tests de services prestigieux. Déjà, les motards, c'est un service d'élite dans la police, les motards. C'est un policier qui a des années d'expérience, qui est un policier posé, c'est pas un cow-boy qui sort son arme pour rien, c'est comme les gens peuvent s'imaginer. Quand on connaît un petit peu son parcours et son profil, on se dit que si lui a réagi comme ça, c'est que c'était la seule façon de bien réagir. Les mecs dehors, ils nous mettent une étiquette en fonction de notre tenue, notre service. Ah bah si c'est un mec du raid, c'est que c'est forcément trop bien, on pouvait pas faire autrement. Ah bah si c'est un policier de police secours, c'est normal, c'est de la merde, c'est un bleu. Ah bah c'est la BAC, c'est bon, on se laisse faire, c'est la BAC. En fait non.
Un policier est un policier, il faut le respecter quel que soit son service. C'est pas parce qu'il est de tel ou tel service qu'il fait bien ou mal son travail. C'est des individualités, à l'instant T, on peut analyser ce qu'il a fait ou pas, mais dans tous les cas, il faut respecter les fonctionnaires de police. On respecte l'uniforme, c'est tout. Et il faut respecter le citoyen et les gens qui nous entourent. Il faut respecter les gens qui nous entourent, et voilà, il faut juste essayer de faire preuve de bon sens et de ne pas avoir envie de faire du mal. Bien sûr que c'est pas agréable de se faire contrôler. Bien sûr que c'est très désagréable de se faire palper. Ah voilà, on écarte les jambes, on va te toucher. Bien sûr, c'est extrêmement désagréable. Et ça, c'est vrai, il y a certains collègues qui l'oublient parce que nous, on le banalise ce geste. Mais par contre, on se laisse faire. Voilà, c'est désagréable, ça dure 5 minutes. On présente une pièce d'identité, on se soumet au contrôle. Bizarrement, 100% des gens qui se laissent faire ou qui obtempèrent sont encore en vie. Et en bonne santé et pas de soucis. Si demain la délinquance diminue, qu'on a de plus en plus une société respectueuse les uns des autres, il y aura peut-être moins de contrôle, moins de palpation et ça ira plus dans ce sens de la police de proximité. Et ça serait beau si c'était faisable, mais la réalité c'est que c'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des professions comme la nôtre où c'est utopique de penser que les problèmes se régleront un jour totalement. Voilà, on sait qu'on aura toujours du boulot. Il y aura toujours des gens qui auront un esprit mal placé, mauvais. Il y a des mauvaises personnes. Il faut que les gens se disent que oui, il y a peut-être un déterminisme du cadre familial, de l'enfance, mais il y a des gens qui sont profondément mauvais et qu'on ne pourra pas ramener du bon côté et qui feront du mal aux autres et il y aura toujours besoin d'une police. C'est comme tous les métiers de l'urgence. Il y aura toujours des gens qui se feront mal, il y aura toujours des infirmières pour faire des heures à rallonge, machin. Il y aura toujours des incendies, il y aura toujours des pompiers pour remettre leur vie en jeu pour aller éteindre l'incendie. C'est comme ça. On va terminer là-dessus. Ouais. Prenez soin de vous et voilà la France. Vous avez eu le retour d'un des membres de la police, de notre territoire, d'Île-de-France. J'espère que ça va permettre à certains de se remettre en question, à d'autres de voir un avis différent et encore une fois un avis de l'intérieur, de ceux qui sont confrontés tous les jours à la délinquance et qui sont là régulièrement pour essayer de nous protéger. Et quand on écoute le discours de ce type de profil, on entend l'envie de bien faire et d'aider le pays, d'aider son prochain, d'aider la société à pouvoir vivre en sécurité. Le rôle de ce fonctionnaire, c'est de maintenir l'ordre et de faire son possible pour que les gens vivent un peu moins mal, un peu plus calmement. Voilà, vivent leur vie convenablement, c'est déjà assez sans compliqué. Problème. Voilà. Donc merci à toi. Merci beaucoup. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut!